Bonsoir chers téléspectateurs, comme promis nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Alors ce soir nous allons parler de l'emploi. Emploi qui en Mauritanie constitue un enjeu majeur pour le développement socio-économique du pays. Face à un taux de chômage élevé, le gouvernement a pris des engagements visant à lutter contre ce fléau et à favoriser la création d'emplois, notamment les jeunes et pour les femmes également. Dans ce contexte, le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle a lancé la 4e édition du programme Meshroui Mustaqbali, Mon projet, mon avenir. Alors sur les objectifs de cette 4e édition, également sur le programme Mon projet, mon avenir, sur les résultats attendus de ce programme et sur ses perspectives, nous avons ce soir avec nous Monsieur Fodje Amadou Diagana, qui est coordinateur du programme Mon projet, mon avenir. Également avec nous Monsieur Mahfoud Ahmed Chein, responsable des services financiers du programme du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Bonsoir à vous, monsieur, et merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Alors, avant d'entamer ce débat, j'ai le regret de vous annoncer que notre très cher collègue Mohamed Val Silita, membre de l'équipe de Zoom Sur, nous a quittés. Alors, je me joins également avec l'équipe de Zoom Sur et la direction d'El Mauritania pour présenter ses condoléances à toute la famille et également à la famille de la télévision de Mauritanie. Alors avant d'entamer ce débat, nous lançons un reportage qui revient un petit peu en rétrospective sur le lancement de la 4e édition de ce programme. Il s'agit du lancement par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle de la 4e opération d'accompagnement et de financement des micro, petites et moyennes entreprises qui s'inscrit dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir. Programme que le gouvernement a mis en place pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, encourager et soutenir les auto-entrepreneurs sur l'étendue du territoire national. L'occasion pour la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Zainabou Menta Ahmedlin, de souligner que cette large participation traduit l'intérêt particulier qu'accorde le gouvernement à l'éradication du chômage et à la création des opportunités d'emploi à travers la modernisation du leadership des affaires, en particulier pour les jeunes et les femmes, conformément à l'esprit et à la lettre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Elle a précisé que la 4e édition du programme Mon projet, mon avenir, qui est lancé aujourd'hui, va permettre de financer 2000 petites et moyennes entreprises, des sociétés industrielles et agricoles et 2000 projets générateurs de revenus, ainsi que la création de 6500 opportunités d'emploi directs. Parmi les avantages de cette édition, a-t-elle souligné, son insistance sur les projets commerciaux qui renforcent les possibilités économiques de chaque wilaya, en plus de la création d'un système d'accompagnement qui dispense des services de conseil afin de pérenniser les activités des petites et moyennes entreprises et les opportunités d'emploi qu'elles offrent. D'où, dit-elle, le nécessaire appui des partenaires techniques et financiers, remerciant du coup l'Agence française de développement et l'Union européenne. La cérémonie a connu la projection d'un documentaire sur certains bénéficiaires des financements du programme Mon projet, mon avenir, ainsi qu'un exposé sur les objectifs stratégiques du programme qui sont de promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises, l'auto-emploi sur l'ensemble du territoire national, entre autres. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes dans l'émission Zoom Sur et ce soir nous allons parler emploi et nous parlerons de la 4e édition du lancement du programme Mon projet, mon avenir. Alors merci monsieur de nous accompagner. Alors monsieur Diagana, je vais commencer par vous. Dites-nous, nous avons suivi dans le reportage que cette initiative vise à accompagner et financer 2000 entités bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez nous développer davantage, nous parler de cette édition et également de la particularité qu'a cette édition parce que c'est quand même la 4e édition. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à la télévision El Mauritania de nous avoir donné cette opportunité, qui n'est pas d'ailleurs la seule, parce que depuis qu'on a fait le programme de lancement, on a eu quand même l'opportunité de nous présenter ici pour expliquer ce que c'est le programme en général, mais spécifiquement cette 4e édition. Mais avant de me lancer dans la réponse de votre question,
Je voudrais m'incliner devant la mémoire de feu Mohamed Val qui nous a quittés et présenter toutes mes condoléances à l'ensemble de la famille journalistique mauritanienne et spécifiquement à la télévision et à l'émission Zoom Sur, que son âme repose en paix. Pour ce qui est du programme Mon projet, mon avenir, comme vous l'avez dit tantôt et comme ça a été dit dans le reportage, c'est effectivement un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, lors de son accession au pouvoir, a effectivement, devant le constat faramineux de taux de chômage au niveau du pays, a pris l'engagement de créer de l'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Et c'est dans la traduction en action concrète de cet engagement que le ministère de l'Emploi, depuis 2020, a lancé le programme Mon projet, mon avenir, qui a dans ses objectifs opérationnels de financer 5000 micro et petites entreprises et qui devront générer 15 000 emplois directs. Depuis lors, on a fait 3 éditions. Nous sommes à la 4e, comme vous l'avez dit, qu'on vient de lancer il y a une semaine. Et cette nouvelle édition est une édition qui s'inspire fortement des autres éditions dans une approche de continuité, mais avec également de capitalisation de tout ce que nous avons fait pendant les 3 éditions précédentes. La spécificité de cette édition est de mettre davantage l'accent sur les secteurs et les potentialités économiques de chaque wilaya. Donc les projets qui seront sélectionnés seront davantage orientés vers les secteurs productifs, mais qui mettent en valeur de manière explicite vraiment les potentialités économiques en matière première, en matière d'œuvres de la wilaya concernée. Je devrais rappeler que le concours que nous faisons, entre guillemets concours, est un concours à l'échelle Mourata, mais au sein de chaque wilaya, il y a un quota d'entreprises qui leur sont dédiées. Et sur ce quota d'entreprises, il y a une affectation de la quasi-grande majorité des projets vers ces secteurs productifs dans chaque wilaya. Alors, parlons également des objectifs. Vraiment, vous avez parlé que cette fois-ci, c'est chaque wilaya qui est concernée. Donc, c'est plutôt plusieurs wilayas. Ensuite, peut-être il y a une finale à la fin. Parce que c'est, voilà. Est-ce que vous pouvez développer davantage sur les objectifs et aussi les domaines concernés? Quels sont les secteurs qui sont concernés justement par ce programme-là? Exactement. Comme vous l'avez vu dans le reportage, l'objectif de cette édition est d'accompagner et de financer 2000 projets. 2000 projets sur toute l'étendue du territoire. Et ces 2000 projets devront porter sur globalement 9 secteurs ou domaines d'activité. Et ces secteurs ou domaines d'activité, pour ne pas me tromper, permettez-moi de les citer. Il y a le secteur de la pêche, il y a le secteur de l'élevage, l'agriculture, l'environnement, les TIC innovants, le secteur du BTP, le secteur des services, la transformation et la valorisation des produits locaux et la toute petite industrie. Donc, ce sont les 9 secteurs et domaines d'activité qui sont couverts par cette édition. Et nous comptons, par rapport à ces 9 secteurs, identifier pour chaque wilaya, parce que c'est une étude qui est en cours, quels sont les secteurs prioritaires de cette wilaya-là. Ça sera une étude vraiment inclusive et participative qui permet aux population locale de la wilaya, les autorités locales de la wilaya, les autorités administratives de la wilaya, de nous identifier parmi ces secteurs-là, quels sont les secteurs qui vont classer première comme étant besoin de financement crucial au sein de la wilaya. Et par conséquent, l'affectation de la ressource à cette wilaya ira en priorité à ces secteurs-là, sans pour autant exclure définitivement les autres secteurs qui demeurent et resteront également éligibles. Mais près de 70 à 80% des financements seront orientés vers les 6 premiers secteurs qui seront identifiés comme étant des secteurs prioritaires dans cette wilaya. Alors, ces secteurs-là, justement, que vous avez déjà eu à choisir, ces secteurs choisis, est-ce que c'est, je suppose que c'est par wilaya, tout à fait. Nous l'avons compris. Mais est-ce que vraiment, pourquoi choisir ces secteurs-là? Parce que ces wilayas ont plus besoin de ces secteurs-là, ou c'est ce secteur-là qui est beaucoup plus développé ou qui a besoin d'être développé justement dans cette zone-là? Les deux.
on peut dire que ces wilayas ont plus besoin de ces secteurs et c'est des secteurs qui portent également l'économie de cette wilaya-là, certainement. Maintenant, en les définissant, en les classant, au niveau local, on nous donne un indicateur de priorité, de priorisation de ces secteurs en matière de financement et d'accompagnement. Comme je l'ai dit, nous cherchons à accompagner le développement et à amener les entrepreneurs jeunes à créer aussi bien de l'emploi que du revenu et à contribuer à la richesse nationale. Contribuer à la richesse nationale, c'est tout à fait plus facile et plus convaincant quand on met en valeur les avantages comparatifs en matière économique, en matière de facteurs de développement de chaque wilaya. Alors, oui. Alors, Monsieur Mahfoud, dites-nous, vous êtes responsable des services financiers. Ce programme, je postule, je fais ce qu'il faut pour être accepté. Comment ça se déroule vraiment le financement de ces projets, de ce programme justement, Mon projet, mon avenir? Merci. Moi aussi, de mon côté, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour parler du programme Meshroui Moustaqbali en général et le lancement de sa 4e édition en particulier. À travers vous aussi, bien sûr, je remercie la chaîne El Mauritania et son staff. Et je rejoins le coordinateur pour vous présenter mes condoléances après le décès de Mohamed Val ou de Slétah. Allahumma arhamhu wa ghfir lahu wa tajawaz anhu wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout d'abord, je confirme ce que le coordinateur a dit, que le programme Meshroui Moustaqbali est un programme qui se situe au cœur des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Abdallah, Cheikh Al-Qazouani. Afin de permettre aux jeunes intéressés, bien sûr, par l'auto-emploi, d'accéder à des financements souples qui leur permettent de réaliser leurs ambitions dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, comme vous l'avez dit, le mardi passé, cette 4e édition a été lancée par son Excellence Madame la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zainabou Mtouhmedna, pour ouvrir des nouveaux espoirs et des nouvelles opportunités pour les jeunes et des femmes en particulier, qui veulent s'approprier de leurs propres entreprises pour contribuer de leur côté à la création de l'emploi et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial dans notre pays. Donc, pour revenir un peu à votre question, le programme Meshroui Moustaqbali ouvre des opportunités, comme vous l'avez dit, pour les jeunes pour s'autofinancer. Si j'ai bien compris votre question, vous voulez qu'on parle sur... Oui, en fait, quelle est la taille des financements de ces projets-là? Voilà, les fourchettes. Nous, on a 4 produits de financement. On a le premier produit, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises, la fourchette de financement de cette catégorie est de 50 000 MRI à 500 000 MRI. Et il y a le produit NanoSlev Plus de 10 000 MRI à 50 000 MRI.
et également aussi le nanosleuve Mehenti, qui est spécifique pour les sortants de la FTP. La FTP. C'est la formation les sortants de la formation professionnelle. De 10 000 aussi à 50 000 MRI, bien sûr. Il y a un dernier produit dénommé nanosleuve simple, qui est spécifiquement pour les femmes, de 1000 MRI à 10 000 MRI. Voilà. Alors, les conditionnalités des financements, est-ce que c'est assez souple? Est-ce que... Oui, comme je disais tantôt, c'est des financements souples, mais il faut d'abord souligner que les porteurs éligibles à cette 4e édition sont des individus de nationalité, il faut qu'ils soient de nationalité mauritanienne, et sans antécédents financiers problématiques. Donc, si vous avez déjà pris un crédit de l'État, donc ce n'est pas la peine de postuler parce que... Crédit non remboursé. Non remboursé, bien sûr. Donc, ce n'est pas la peine de ça parce qu'au finish, on va vous éliminer. Ayant des besoins de financement et équipement et ou en fonds de déroulement de leur projet, soumettant son projet en ligne au plus tard le 20 octobre. Donc après le 20 octobre, il n'y a pas de soumission. Disposer d'un local adéquat et aménagé pour abriter son activité. Formaliser son entreprise avant le financement. Remplir les conditions de décaissement et de remboursement du programme. Ne pas détourner l'objet de financement et à rembourser régulièrement le prêt. Créer au moins trois emplois directs. Collaborer et participer aux activités de formation, d'accompagnement et de suivi post-financement du programme. Donc voilà un peu Et ceux qui ont déjà eu à bénéficier du projet, du financement des autres projets, la première édition, deuxième, troisième édition, est-ce que ces personnes-là sont éligibles aussi? Est-ce qu'elles pourront postuler pour cette quatrième édition? Pour les gens qui ont bénéficié de la première édition et la deuxième édition, oui. Si les projets existent et aussi ils sont en règle avec les institutions de microfinance. Mais pour la troisième édition, ils ne peuvent pas parce que il vient de commencer le remboursement. D'accord. Voilà. Pour revenir un peu, Monsieur Diagana, sur les modalités d'inscription, sur les projets qui sont éligibles et aussi sur les financements, les moyens d'y accéder et de postuler. Est-ce que vous continuez toujours les formations que vous faites et l'accompagnement aussi de ces personnes-là qui postulent ou qui veulent postuler? Oui, effectivement, il faut se dire que mon projet Mon Avenir, on le voit en tant qu'entité, mais mon projet Mon Avenir évolue dans un écosystème entrepreneurial dans lequel on a beaucoup d'acteurs qui opèrent. Et nous tentons, bon an mal an, de jouer un peu la synergie entre ces acteurs qui interviennent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi nous, pour pouvoir accompagner de manière plus efficace et plus efficiente les entrepreneurs, candidats à mon projet Mon Avenir ou même déjà bénéficiaires, nous avons des relations avec ces entités-là. Je vais citer comme exemple, par exemple, sur les questions financières, il y a les réseaux des caisses populaires d'épargne et de crédit avec la Caisse de dépôt et de développement, qui sont nos partenaires financiers dans la réalisation des financements et du recouvrement de ces prêts que nous octroyons. Pour ce qui est du processus de postulation au niveau du programme, nous avons un partenaire stratégique qui est l'Agence nationale Techrid. L'Agence nationale Techrid existe sur toute l'étendue du territoire et dispose aujourd'hui de près de 22 agences ouvertes sur le territoire national. Et pour pouvoir accéder
au formulaire de postulation de mon projet Mon Avenir, il faut avoir été déjà enregistré sur la base de données de Teshril. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée de l'ensemble des programmes du ministère de l'Emploi et ça nous permet de vérifier pour éviter un certain nombre de doubles emplois des entrepreneurs qui ont déjà bénéficié d'un certain nombre de programmes pour ne pas vraiment faire du surendettement. Donc l'agence Teshril met à notre disposition la plateforme DELIL où nous avons élaboré la digitalisation du programme. Donc la postulation à mon projet Mon Avenir se fait en ligne grâce effectivement à cette plateforme DELIL où nous avons développé effectivement le processus de postulation au niveau de mon projet Mon Avenir. À côté de ces deux structures, nous avons également développé une relation de partenariat à travers une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce et d'industrie d'Asdana de Mauritanie, qui dispose d'un certain nombre de projets de formation à destination des entrepreneurs chez qui nous envoyons nos entrepreneurs déjà bénéficiaires qui ont des besoins de formation en gestion et qui arrivent à faire des formations avec la Chambre de commerce. Et on a le guichet unique, qui n'est pas le dernier partenaire, mais qui offre cette possibilité et la facilité de pouvoir formaliser son entreprise. Parce que nous savons que le secteur informel constitue vraiment un maillon important de la constitution des entrepreneurs en Mauritanie. Il faudrait évoluer vers la formalisation de ce secteur, sans pour autant forcer, sensibiliser, encourager, montrer les avantages de se formaliser. Et là, notre partenaire stratégique et opérationnel, c'est effectivement le guichet unique à travers l'APIM, à travers le guichet unique, qui, lors de la 3e édition, nous a permis de formaliser l'ensemble des projets qui ont été financés dans le cadre de mon projet Mon Avenir. Les associations, les ONG, les bureaux d'études ne sont pas en reste parce que toutes nos actions de sensibilisation, toutes nos actions de communication, la presse également participe aux activités de mon projet Mon Avenir. Tout ça pour essayer de converger vers un appui systémique à l'entrepreneur. Un appui systémique à l'entrepreneur pour que ses finances marchent, pour que sa commercialisation marche, pour que les emplois restent et pour que les revenus qu'ils génèrent restent pérennes. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes très, très petits dans le cadre du système global de l'entrepreneuriat. Mais grâce à ces relations de partenariat, nous arrivons en tout cas à offrir aux entrepreneurs cette opportunité de pouvoir bénéficier des services aussi bien financiers que non financiers. Si je devrais revenir à la particularité encore de cette édition et avec la vision, la nouvelle vision que nous amène Son Excellence Madame la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est d'offrir au niveau de chaque wilaya ce que nous appelons désormais le hall d'entreprise. Ça sera de constituer au sein de chaque wilaya, sur la base de la filière ou du secteur qui a été identifié comme étant prioritaire, une forme d'incubation, une forme d'accompagnement technique, de formation et d'encadrement de ces entrepreneurs, uniquement avec l'objectif d'amener à pérenniser ces entreprises, de les donner la possibilité de devenir autonomes et ensuite se placer carrément sur le marché et être face à leur destin tout seul. Donc on les accompagne, on les outille, on leur donne la possibilité de pouvoir sortir de cette incubation pour affronter seul enfin le marché de l'entrepreneuriat. Alors, vous allez parler de pérennisation, c'est la 4e édition. Alors, dites-nous, les premières éditions et les personnes qui ont eu à postuler et les projets qui ont été retenus et aujourd'hui les projets qui ont été mis en place. Est-ce que ces projets-là, cette pérennisation, vous les voyez sur ces projets-là? Est-ce que vous avez un bon pourcentage pour cette pérennisation? Est-ce que le développement justement de ces projets-là va de l'avant? Est-ce que c'est beaucoup de questions comme ça qu'on se pose. Ok, c'est très intéressant parce que quand on travaille et que les résultats du travail n'est pas visible, ça devient problématique. Et Dieu merci, ce n'est pas le cas dans le cadre de mon projet Mon Avenir. Nous avons commencé la première édition depuis 2020. Nous sommes en ce moment à la 4e édition et je pense que durant ces 3 années, le nombre de reportages qui ont été faits dans toutes les wilayas par notamment la télévision El Mauritania, que je remercie déjà sur ce plateau, démontre un tout petit peu
la véracité et la réalité de ces projets sur le terrain. Et ce, malgré l'effectif très limité du personnel qui travaillent sur mon projet, mon avenir, notamment les superviseurs. Imaginez, pour toute l'étendue du territoire de la Mauritanie, nous avons 5 superviseurs et un superviseur pour 5 zones. Si on ne s'appuie pas sur nos partenaires stratégiques et opérationnels, le suivi pose problème. Donc on a des institutions de microfinance qui jouent le rôle, on a les agences comme Teshril et, et la Chambre de commerce et le guichet unique qui jouent également leur rôle. Et avec tous ces éléments imbriqués les uns des autres, on arrive à avoir une certaine visibilité auprès de nos entrepreneurs. Je pense que le jour du lancement, nous avons quand même projeté un certain nombre d'exemples de réussite. Ça, c'est juste ce que nous avons montré le jour du lancement. Mais avant ça, et pendant toute l'année, il y a une convention qui a été signée avec la télévision Al-Mauritania qui nous permettait de voir de manière régulière des bénéficiaires de mon projet Mon Avenir qui démontrent en quoi, effectivement, ce financement leur a permis d'avoir un emploi, de créer des emplois et de générer des revenus. Tout n'est pas rose. Il y a effectivement des entreprises qui ne marchent pas du tout et il y a des entreprises qui ont des difficultés pour marcher. Est-ce que vous accompagnez justement ces entreprises-là? Exactement. Donc, toutes les entreprises qui ont des difficultés prennent contact avec mon projet Mon Avenir dans la mesure du possible, soit en accompagnement, soit en financement complémentaire, soit en conseil. On arrive, bon an, mal an, à redresser certaines d'entre elles. On ne peut pas tout guérir, ce n'est pas tout malade qui guérit. Il y en a effectivement qui meurent, ça existe, mais nous savons que la grande majorité des entreprises que nous avons financées opèrent sur le terrain et arrivent à satisfaire effectivement le besoin de leur communauté par rapport à une approvisionnement. Je parle aussi côté finance. Ces projets-là, par exemple, des mornais, comment s'effectue un petit peu leur remboursement et tout pour le prêt? Oui, il faut savoir que le crédit, son deuxième nom, c'est remboursement. Alors, et nous sommes sur le plan même religieux. Quand on prend un crédit, qu'on n'ait plus, les ayants droit doivent rembourser. Mais nous avons quand même des mécanismes. Oui, à l'intérieur, nous avons des mécanismes à l'intérieur qui essayent de prendre en charge tout ce qu'il y a comme défaillance justifiée. Quand la défaillance elle est justifiée, là, on a des mécanismes en interne qui prennent en charge ce n'est même pas prendre en charge, qui provisionnent le remboursement. Mais quand la défaillance n'est pas justifiée, je le dis en toute franchise, on peut arriver jusqu'à la justice avec le porteur de projet. On ne veut jamais arriver à ce point avec un bénéficiaire, mais quand c'est délibéré et que le bénéficiaire ne veut pas du tout rembourser, grâce aux éléments et les outils d'intervention des structures de financement, ils peuvent arriver jusqu'à aller... On ne demande pas cette garantie. Les garanties, on ne demande pas des titres fonciers, on ne demande pas de nous apporter un certain nombre d'éléments lourds, parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas la possibilité de fournir ces garanties-là. Les seules garanties que nous demandons, le plus d'ailleurs, c'est l'avalisation. Il faut qu'il y ait un avaliseur, une tierce personne qui vienne cautionner les bénéficiaires en disant, en cas de défaillance, moi je suis disposé, et du coup, cet individu devient également un contrôleur, un superviseur qui voit que l'affaire devrait marcher pour ne pas se retrouver dans une situation où il faudrait faire face au non-remboursement de ce crédit. Alors, M. Chine, dites-nous comment se déroule justement le processus de financement de ces projets et justement pour mettre en place aussi le remboursement, comment cela s'effectue quand, par exemple, le projet est approuvé et le financement est approuvé également. Merci. Donc, je voudrais juste signaler qu'après la sélection finale des bénéficiaires, il y a une convention qui va être signée avec les deux institutions, les deux opérateurs financiers, qui est la caisse, la CDD et la Procapec, pour la mise en œuvre
de ces financements et le suivi de remboursement. Donc, les côtés financiers, c'est quasiment assuré par ces deux institutions. Bien sûr, s'il y a un problème majeur avec les bénéficiaires, il y a un échange à l'interne avec les opérateurs financiers, mais le suivi des remboursements et machin, c'est vraiment typique institution de microfinance. Alors, Voilà. quelle est votre appréciation aujourd'hui du programme, justement, des financements et du déroulement du programme? Du côté remboursement. Du côté, pas seulement remboursement, du côté même le fait d'accorder des prêts à des jeunes ou à des projets qui viennent, que vous n'avez pas vraiment de garantie que cela va marcher ou que la personne est de bonne foi. Donc, comment cela se déroule? Quelle est votre appréciation? Quel bilan vous en faites justement de ce programme-là? Merci. Donc, on a déjà lancé une mission suivi post-financement pour la première opération et les résultats étaient vraiment satisfaits parce que du coup on a trouvé le taux de remboursement c'était à 82% qui est vraiment au top, quoi. Et aussi la pérennité des projets. 92% des projets étaient sur place. Et le nombre d'emplois aussi était satisfaisant. Mais pour la deuxième et la troisième édition, on est en train de préparer la même mission. Mission de suivi post-financement pour vraiment voir l'état, le vrai état de ces projets financés auparavant. Pour parler des secteurs, les secteurs les plus... Enfin, est-ce qu'il y a des secteurs, tout à l'heure vous en parliez, il y a des secteurs qui sont peut-être beaucoup plus éligibles et qui ont beaucoup plus de chances aujourd'hui d'être approuvés et qui pourront bénéficier également plus facilement, disons entre guillemets, de financement? Bon, tous les secteurs sont importants. Mais, comme l'a dit monsieur le coordinateur tantôt, on est en train de voir avec les autorités administratives et les élus et aussi la société civile, les secteurs d'activité prioritaires pour chaque wilaya. Donc, si on identifie ces secteurs d'activité prioritaires, on peut dire que quelqu'un qui postule dans ces secteurs est plus chanceux que... Avoir plus de chances que le... Oui. Plus de chances que ce qui est postulé ailleurs. Donc, voilà quoi. C'est ça. Quand nous parlons de l'accompagnement des porteurs de projets, c'est volontaire, c'est obligatoire? Je crois que tout à l'heure, quand il disait les engagements des entrepreneurs, il y a l'engagement de participer à l'ensemble des activités d'accompagnement et de suivi, de formation du programme. Il faudrait que le promoteur, ce n'est pas obligatoire, donc c'est un engagement qu'on prend au départ et les engagements pris devront être respectés. Quand on met l'opportunité de formation et que ce besoin de formation a été détecté sur un entrepreneur, nous le sollicitons pour pouvoir participer à cette formation, à une activité d'accompagnement. Il devrait normalement pouvoir y aller parce qu'il va de son intérêt. Donc, on ne peut pas dire que c'est totalement obligatoire, mais il faudrait qu'on démontre l'intérêt pour l'entreprise de participer à ces activités d'accompagnement pour le bien de l'entreprise et pour le bien du porteur du projet. Je vais un tout petit peu revenir par rapport au secteur. Tous les secteurs sont éligibles, sauf un.
et c'est le secteur du commerce pur. C'est-à-dire? Le commerce pur consiste à acheter et vendre sans valeur ajoutée. J'achète un bien, je le pose dans un magasin et je le revends à un prix plus important, sans valeur ajoutée. Et quand on regarde ça, il y a notamment les produits manufacturiers importés qu'on amène et qu'on vend. Ça, c'est le seul secteur qui n'est pas éligible. Et quand vous regardez les 9 domaines d'activité que nous avons cités, vous n'allez pas les voir. Et c'est le moment, effectivement, d'attirer l'attention des personnes qui postulent à Mon projet, mon avenir. Parce que nous avons constaté à la 3e édition que, sachant que le commerce ne figure pas parmi les secteurs qui sont affichés sur la plateforme, des personnes qui ont des activités de commerce se forcent à lier leur commerce à un des secteurs de façon délibérée. Ça peut effectivement nous induire en erreur, mais nous avons une vigilance particulière par rapport à cette question-là, avec des mécanismes que nous avons mis en place pour détecter effectivement que l'activité est du commerce pur. Et quand l'année dernière, je crois qu'on a eu entre 100 et 150 projets de ce genre. Quand il y en a qui passent entre les mailles du filet, il y a également un deuxième niveau, c'est le niveau des comités d'entretien avec les bénéficiaires. Donc, tous les secteurs que nous avons sont éligibles, sauf une activité qui est une activité de commerce. J'achète, je vends sans ajouter une valeur, sans créer une richesse supplémentaire. Donc ça, c'est le seul domaine dans lequel et c'est dans tous les domaines où on peut le trouver. Maintenant, dans notre approche, nous avons une approche de développement d'un certain nombre de filières, avec ce que j'ai parlé tout tantôt par rapport au hall de l'entrepreneuriat. Il y a effectivement des circuits de distribution. Des circuits de distribution, mais quand on rentre dans cette activité de commerce, il faut que ça soit lié à une activité de production, de transformation ou de conservation. Là, on crée une valeur ajoutée. Mais comme nous le savons, quand on finance le commerce pur et dur, c'est-à-dire j'achète, je vends, pas de création d'emplois. Pas de création d'emplois, et également qui on ne financera pas en Mauritanie. Tout le monde est commerçant. Voilà. Alors dites-nous, quels sont les défis aujourd'hui que vous rencontrez justement dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme-là? Je pense que on avait 2 grands défis. Le premier défi, c'est la problématique du financement. Pour ce qui est de la problématique du financement, c'est un défi, à mon sens, qui a été relevé et à travers notamment la possibilité, la mobilisation de ressources qu'a fait le gouvernement. Ça, il faut le dire et le souligner. Quand on prend la 3e édition, le gouvernement a mis en place près de 2 milliards d'ouguiya, anciennes ouguiya, pour financer les entrepreneurs. La première édition, nous étions à près de 1,1 milliard. La 2e édition, nous étions à peu près à 1,5 milliard. Sur financement propre. Sur financement propre de l'État. Et dans cette 3e édition, on ne mobilisera pas moins de 2 milliards d'ouguiya. Donc, l'État a mobilisé les ressources. Et vous avez des partenaires quand même? On a des partenaires. On a l'AFD, qui a été d'ailleurs remerciée à cette occasion par la ministre lors de la cérémonie de lancement, qui est venue nous accompagner aussi bien dans la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des PME que nous finançons, mais également avec un renforcement du fonds de crédit de l'ordre de 1,7 milliard d'ouguiya. Et à côté de ce financement pour le financement des PME, il y a un autre instrument que nous n'avons pas encore mis, c'est pourquoi on va parler des perspectives, je pense que ça va arriver, que nous avons appelé les initiatives de prêt d'honneur. Les initiatives de prêt d'honneur, il y aura une phase pilote qui va se passer à Nouakchott et à Nouadhibou, qui consiste à financer pour Nouakchott des entreprises qui sont dans le domaine des TIC innovants, qui ont besoin de subventions, qui ont besoin d'accompagnement, d'assistance spécifique pour asseoir leur rentabilité. Et au niveau de Nouadhibou, ça serait le privilège accordé aux femmes pour le financement de leur activité génératrice de revenus dans cette phase pilote. Maintenant, le second défi que nous sommes en train de nous organiser pour relever de manière plus efficace et efficiente,
c'est la mise en place d'un écosystème d'accompagnement, de coaching, de formation, parce que l'entreprise, ce n'est pas tout simplement que le crédit. Le crédit, il est là, le financement, il est là, mais ce qui maintient l'entreprise en vie, c'est effectivement cet accompagnement, le conseil, la formation, pour que l'entrepreneur s'approprie de son entreprise et pérennise à la fois les revenus et les emplois qui sont générés dans cette entreprise-là. Ça, c'est le second défi que je considère comme étant le défi majeur, pour lequel d'ailleurs son Excellence a mis un point d'honneur par rapport à la mise en place de ces halls d'entreprise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, vous prenez justement ces entrepreneurs et ces personnes qui ont déjà eu à être financées par votre programme, est-ce que vous prenez ces personnes-là à titre d'exemple un peu pour impulser, pour inciter aussi les autres à accompagner, à faire pareil ou même mieux? Tout à fait. C'est ce que nous faisons à travers la diffusion des cas de réussite. La diffusion large, aussi bien sur la télévision El Mauritania que sur les réseaux sociaux, des cas de réussite de mon projet, mon avenir. Cette diffusion, c'est pour donner l'information aux jeunes qui veulent y entrer, des jeunes qui sont rentrés, qui sont en cours de s'installer, pour dire que vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir à créer votre emploi, vous pouvez réussir à insérer d'autres emplois, à créer de l'emploi pour des jeunes comme vous et à contribuer à la richesse nationale. Et cette contribution, à mon sens, ne serait pas possible si vraiment, de son côté, le gouvernement n'a pas pris à bras-le-corps cette problématique. On peut bien reprocher en disant que le volume des financements ne sont pas importants, mais à mon sens, quand on est dans le domaine de la micro et petite entreprise, un financement qui varie entre 500 000 et 5 millions d'euros permet d'amorcer la mise en place d'une entreprise. Et une entreprise, ça ne se met pas en place du jour au lendemain et être vraiment à son niveau le plus élevé. Il faut l'entretenir, il faut que ça fasse une croissance pour atteindre sa maturité. Et c'est le défaut, malheureusement, de la plupart des candidats au niveau de mon projet, mon avenir, qui veulent créer une entreprise, je ne dis pas clairement, mais une entreprise à 100% performante dès la première année. Quand on crée une entreprise à 100% performante dès la première année, on a quel objectif? Il faudrait qu'on se pose des défis à relever au fur et à mesure, donner la possibilité à l'entreprise de croître et d'atteindre vraiment sa maturité. C'est pourquoi nous pensons, et c'est avéré sur la sous-région et même sur le plan international, qu'un financement de ce montant-là permet effectivement d'amorcer la création d'une entreprise et de permettre de croître au fur et à mesure. C'est pourquoi il a dit les gens de la première édition, ceux qui ont bénéficié de la deuxième édition, peuvent également postuler à la quatrième édition, mais à condition que ça soit effectivement la même entreprise. Je ne peux pas dire j'ai postulé pour une entreprise de BTP, c'était à la première édition, et à la quatrième édition, je vais venir avec une entreprise d'aviculture. Non, nous permettons la croissance, la continuité de l'activité, l'extension de l'entreprise qui a bénéficié des financements dans les éditions précédentes, et non une nouvelle activité. Est-ce que par exemple ces projets-là, ou ces personnes qui postulent, qui ont déjà postulé pour la première année, est-ce que ces personnes-là bénéficient peut-être de plus de chances peut-être pour la quatrième édition? Dans la présentation des dossiers au niveau de mon projet, mon avenir, on a deux catégories de projets. Soit c'est un projet en création, soit un projet en extension. Dans les critères de financement, les projets d'extension ont un petit privilège par rapport aux projets de création. Voilà, justement. Et nous allons revenir un peu sur les moyens de postuler. Vous avez parlé tout à l'heure de Teshril et de Delil et tout. Comment justement s'inscrire? Nous en avons déjà parlé précédemment sur ce plateau, mais aujourd'hui, pour que peut-être d'autres personnes qui vont suivre aujourd'hui, comment justement postuler sur Teshril, sur Delil et voilà, sur le Bichir? Tout à fait. Donc, je pense que la plateforme sur laquelle il faut s'inscrire, c'est le site de Teshril, c'est www.teshril.mr. Quand on rentre ce lien et qu'on valide,
il y a le site de Teshril qui va s'afficher. Et sur ce site, il y a effectivement une fenêtre consacrée à mon projet Mon Avenir, dans lequel nous avons le communiqué de lancement de la 4e édition. Ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas chercher à s'inscrire, mais d'ouvrir d'abord ce communiqué de lancement, de lire et de bien comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on offre, quelles sont les opportunités qu'il y a dedans, et de voir est-ce que ça l'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je remplis les conditions ou je ne remplis pas les conditions avant d'aller s'aventurer à s'inscrire ou à ne pas s'inscrire. Et une fois que nous remplissons cette condition, on sait que nous avons la possibilité de postuler, et qu'on n'a pas de compte sur Delil, il faut d'abord s'inscrire sur Delil. Donc, il y a ce qu'on appelle la préinscription qui se trouve sur l'écran à droite. Cliquez là-dessus. Il y a une grille de saisie d'informations assez simple qui concerne l'individu, sa formation, son expérience, son domaine d'investissement qu'il veut faire. Il l'enregistre et en attendant une validation de son inscription par un conseiller de l'agence Teshril. Et ce conseiller, quand il le valide, il a le nom du conseiller qui doit le suivre par rapport à l'accompagnement, par rapport aux questions qu'il a. Une fois que c'est fait, on revient sur le site parce qu'on dispose maintenant d'un mot de passe. On va sur se connecter cette fois. Et dès qu'on dit se connecter, il y a la page de mon projet, Mon Avenir qui arrive avec les différents produits proposés. Quand on pose le curseur sur chacun des produits, il y a une explication, une description qui est faite du produit en question. Si c'est ce produit qui m'intéresse, je clique là-dessus, le formulaire s'affiche. Et ce que nous demandons aux candidats, c'est d'essayer de remplir avec vraiment des réponses assez claires et exactes par rapport aux questions qui sont posées. Ça, c'est un. Deuxièmement, de ne pas sauter une étape. Parce que quand on saute une étape, on saute une possibilité d'évaluation et d'acquisition de notes par rapport aux questions qui sont posées dans cette étape. Troisièmement, c'est de ne pas se précipiter pour soumettre son projet. Parce que dès que tu cliques soumettre, il n'y a le plus projet est possibilité parti, de revenir en arrière. tu ne peux plus revenir en arrière pour récupérer ton dossier et corriger. Mais il y a un bouton enregistrer. À chaque fois qu'on a franchi une étape, on clique sur enregistrer. Il y a des informations qui nous manquent, il y a des compléments d'informations qu'on peut apporter. On ferme, on revient encore, on l'ouvre, on complète son dossier, on peut corriger, on peut aller et revenir, même changer de projet quand on veut, pendant qu'on n'a pas encore soumis le formulaire. Mais une fois qu'on soumet le formulaire, là c'est terminé, on ne peut plus revenir sur le formulaire pour apporter des modifications. Et les éléments sur lesquels il faut faire très très attention, c'est également les montants. La définition des investissements. Nous avons la tendance, quand on postule, on dit que le plafond du financement est de X montants. Je mets des montants jusqu'à ce que j'atteigne ce plafond. C'est X montants, ouais. Il faut juste demander utile. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir amorcer mon activité? Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir commencer mon activité et la rentabiliser? Ne pas se surendetter. Parce que, comme je l'ai dit, nous préférons que quelqu'un prenne un crédit, que ce soit l'activité qui rembourse ce crédit, et non faire recours à d'autres ressources ailleurs pour pouvoir rembourser son crédit. Je suppose que vous avez déjà eu à faire face à cette situation-là. Exactement. Aujourd'hui, quand nous parlons de surendettement et quand nous parlons aussi de personnes qui demandent des projets ou demandent de financement qui n'arrivent pas vraiment à gérer, et comment vous faites aujourd'hui quand vous êtes confronté justement à ces situations-là? Donc, merci. Et avant de répondre à votre question, je voulais juste attirer l'attention des gens intéressés par le programme, que les prochains jours, on va organiser des missions de sensibilisation sur toutes les muqata'a du pays pour expliquer un peu ou sensibiliser les gens, les jeunes et les femmes, de comment postuler, premièrement, et deuxièmement, comment remplir le formulaire. Pour vraiment s'assurer que leurs études arrivent à un état qu'on peut l'évaluer correctement. D'une part. D'autre part,
je voulais attirer aussi l'attention des salariés du secteur public et semi-public, que ce programme n'est pas pour eux. Les salariés C'est pour les salariés du qui secteur postulent. public et semi-public. Que ce programme, ce n'est pas pour eux, c'est pour les chômeurs. C'est pour les femmes et les jeunes chômeuses. Donc, il faut qu'ils laissent l'occasion pour les autres, pour qu'ils bénéficient d'une chance. Donc vous avez de toute façon un moyen de détecter justement ces personnes-là sûr. et de les... Mais bien sûr, voilà. c'est pour cela que je ne voulais pas qu'ils se fatiguent pour rien. Donc, pour revenir à votre question, c'est quoi encore? Alors pour parler un petit peu des financements et des personnes qui ont déjà eu à postuler avec un financement qu'ils n'arrivent pas à maîtriser ou qui demandent outre mesure ou qu'ils demandent juste pour demander alors qu'ils n'ont pas vraiment eu à faire des études un petit peu pour financer leur projet et ensuite se retrouver à être endettés, à rembourser et dans des litiges. Donc, comme l'a dit monsieur le coordinateur tantôt, il y a deux scénarios. Soit l'endettement ou les problèmes qui affrontent les bénéficiaires sont justifiés. Donc ça, on a au niveau du programme un mécanisme d'accompagnement et voir un peu soit par le conseil, soit par réviser le tableau d'amortissement avec les instruments de microfinance, soit il y a l'avaliseur. Si ce n'est pas justifié, chaque bénéficiaire a un avaliseur. Un avaliseur? Un avaliseur, c'est lui qui est le garant de ce prêt. Donc, on va se référer aux avaliseurs pour régler ça avant et on ne veut pas ça. Comme l'a dit monsieur le coordinateur, on ne veut pas aller jusqu'aux tribunaux. Mais est-ce que par exemple, si un projet est validé, avant de financer le programme, est-ce que vous dites à la personne, attention, est-ce que vous pouvez maîtriser justement ce budget? Est-ce que c'est assez clair dans votre tête ce qui se passe? Et est-ce que vous savez déjà comment placer? Est-ce qu'il y a ce volet dans la formation et dans l'accompagnement que vous faites? Excuse-moi. Par rapport au processus même de l'octroi des crédits, il y a ce qu'on appelle l'étape des business plans. Chaque individu, en se mettant sur son formulaire, a exprimé un besoin pour une PME donnée. Et il arrive un moment où il y a des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat qui vont dans toutes les wilayas, qui font des rencontres de formation et d'explication avec l'ensemble des personnes présélectionnées par rapport à ton projet. Et c'est ce que nous appelons les missions de business plan. On se met ensemble pour dire, vous avez demandé tel investissement pour faire tel projet. Essayons de voir la pertinence de l'investissement demandé. Exemple concret. Je veux faire une briqueterie. Et quand j'ai fait ma demande de financement, il se trouve que le montant que j'ai demandé se situe à 2 millions. J'ai dit, 2 millions, c'est très peu, pourtant ils vont jusqu'à 5 millions. Attends que j'ajoute une deuxième machine. Tu as rajouté une deuxième machine, ça permet d'augmenter le montant à 3,5 millions. Pas de problème, tu es toujours dans la fourchette. Mais quand on se met en face et qu'on est en train de discuter, vous êtes en train de faire une entreprise de création pour laquelle vous avez déjà demandé une première machine, qu'ils appellent par exemple la vibropondeuse. Et compte tenu du fait que le montant n'était pas très élevé, vous avez rajouté une deuxième machine. Mais en commençant à rembourser, vous allez rembourser et le crédit sur la première machine et sur la deuxième machine, sachant que la deuxième machine n'est même pas utilisée. C'est une caractéristique du surendettement. Donc, avec des mots simples, on arrive à convaincre l'individu de dire non, au lieu de 2, il faut tenir une machine. Donc, c'est ce que j'ai dit, on circonscrit l'investissement à un niveau utile, le minimum nécessaire.
Et quand on prend le fonds de roulement, il y a certains qui, sans hésiter, te disent « je veux faire une entreprise, donc j'ai besoin d'un fonds de roulement pendant 1 an ou 6 mois ». Si cette entreprise est une entreprise qui commercialise tous les jours, j'ai produit, exemple, restaurant. Un restaurant, on produit et tous les jours on vend. Alors, à quoi bon de se surendetter pour prendre un fonds de roulement sur 3 mois, 4 mois, sachant que j'ai des revenus journaliers qui me permettront, au lieu de porter la charge de la dette plus grande, d'utiliser mon autofinancement pour me réapprovisionner. Donc, c'est prendre de l'argent, le garder sans l'utiliser et payer. Heureusement que nos financements sont assez simples, il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Mais s'il y avait de l'intérêt là-dessus, c'est encore une autre charge supplémentaire pour ces personnes qui prennent des montants pour lesquels la présence n'est pas justifiée dans le projet. D'accord. Alors, le temps nous rattrape. Parlons rapidement, vous commenciez à en parler tout à l'heure, des perspectives pour justement le futur de ce programme-là. Exactement, par rapport au futur de ce programme, nous sommes en train de nous organiser par rapport à la mise en place de ce dispositif d'accompagnement, dont vraiment le point d'orgue sera la mise en place de ces halls de l'entrepreneuriat. Et à côté de ce dispositif, c'est d'amener vraiment les entrepreneurs à savoir que nous nous attachons au remboursement du crédit, mais nous nous attachons autant à la création et à la préservation des emplois que les entreprises créent. Si ces emplois ne sont pas là et que le fonds est remboursé, nous, on considère que c'est un échec. Donc, nous travaillons à ce dispositif d'accompagnement pour effectivement, parce que la motivation première de mon projet, mon avenir, c'est la création d'emplois. Ce n'est pas le financement. Le financement était moyen, mais la finalité et l'objectif final, c'est effectivement créer des emplois pour des Mauritaniens qui travaillent dans des entreprises et qui arrivent à se prendre en charge et se vivre à l'aise dans leur pays. C'est ce que nous recherchons. Alors, un dernier mot peut-être, Monsieur Mahfoud Ahmed. Merci. Moi, je voudrais juste demander aux intéressés de ne pas se précipiter. Il faut qu'ils prennent le temps d'examiner leurs études. Il ne faut pas qu'ils se précipitent. Et voilà. Et allez-y. Oui, effectivement, pour prolonger dans ce qu'il est en train de dire, de ne pas se précipiter. D'ailleurs, nous avons mis une contrainte en ce moment sur ceux qui ont commencé à renseigner. Quand ils veulent soumettre, il y a un message qui leur vient en leur disant « il faut revoir, il faut contrôler, il faut… » Parce que nous nous sommes dit, on a des missions qui vont arriver, qui vont donner des explications. Si tu as déjà soumis, tu ne peux plus récupérer ton dossier. Donc, ce blocage, on va le lever au moment où les missions de sensibilisation commenceront à travailler. Donc, ceux qui ont déjà commencé à renseigner et qui ont même terminé de renseigner et qui veulent soumettre et qui sont confrontés à ce blocage de ne pas soumettre, il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est à leur avantage que nous avons fait ce blocage, en ne se précipitant pas. La date de clôture des dépôts est pour le 20 octobre. Donc, jusqu'au 20 octobre, on peut encore valider. D'ici le 20 octobre, avec le passage d'une mission de sensibilisation, avec une mission d'encadrement, d'orientation, on peut croire avoir enregistré bien une information, alors que c'est tout le contraire. Et on a la latitude de revenir sur son dossier et le corriger avant de le soumettre. Ça va se lever, on va lever cette contrainte très rapidement, mais on voudrait quand même profiter de cette occasion pour les rappeler de ne pas se précipiter pour soumettre leur projet, de prendre le temps de vérifier, de tirer, de lire et de voir quelles sont les incohérences là-dedans. Parce que quand on parle d'évaluation, de notation, c'est tous ces éléments qui sont pris en compte. Et si on ne fait pas attention à ça, on risque de nous retrouver. Notre but, c'est de vraiment faire dégager les meilleurs projets. Et je conseille aux uns et aux autres
de ne pas vouloir s'investir dans des domaines pour lesquels ils n'ont pas de compétences. Qui ne maîtrisent pas. Qui ne maîtrisent pas du tout. Parce que les échecs viennent de là. Quand on maîtrise, il y a d'ailleurs des notations sur l'expérience dans le domaine. Il y en a qui peuvent inventer des expériences et les mettre. Mais quand on est en face des connaisseurs et qui vous posent des questions assez spécifiques par rapport à l'activité, je pense que si on a cherché à tromper, il y a une possibilité également de détecter cette tromperie. Et c'est passible d'élimination directe. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fodji Amadou Diagana. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme Mon projet, mon avenir. Merci également à vous, Monsieur Mahfoud Ahmed Chein, responsable des services financiers du programme au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Encore une fois, Monsieur Diagana, merci. Et voilà, encore une fois, nous présentons nos condoléances à la famille de Mohamed Val Sileïta. Toute l'équipe se joint à moi. Et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis et à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Bonne soirée.